France Inter. Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, françaises, français. Et tous les autres, bienvenue dans ce numéro d'enquête de politique spéciale investiture du président Trump. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Ce soir, le technopopulisme, l'alt-right, le nouveau libertarianisme, le national-conservatisme, l'extractivisme, comment qualifier le mouvement qui prend le pouvoir demain aux États-Unis? Où va l'Amérique et donc où va le monde? Elon Musk! C'est l'histoire d'un homme d'affaires qui a pris goût à la politique. L'énergie est incroyable ici. C'est encore une info Fox News. Le président Trump annonce Elon Musk à la tête d'un département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Doge. Je ne suis pas seulement MAGA, je suis dark MAGA, sombre et gothique. Nous avons une nouvelle star, une star est née. En me plongeant pour préparer cette émission dans les textes, les pensées, les propositions des théoriciens de l'idéologie encore nébuleuse qui s'élaborent sous nos yeux aux États-Unis, je dois vous avouer que j'ai été pris d'une sorte de vertige, d'angoisse même, et ce petit florilège sonore que l'on vient d'entendre vous a peut-être mis dans le même état que moi. Nous sommes, si Donald Trump et J.D. Vance, son vice-président, mettent vraiment en œuvre ce qui est dans l'air en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique, nous sommes à la veille d'un bouleversement idéologique majeur, d'une bascule politique inédite. Elle est bien là, la question. Est-ce que ces idées révolutionnaires, radicales, brutales, ont recueilli une majorité de suffrages seulement parce que leur force brute promettait le changement, pour le changement, la fin de ce sentiment d'impuissance publique qui mine la confiance des citoyens des grandes démocraties? Ou les Américains ont-ils vraiment voté pour la fin de la démocratie libérale et peut-être même pour la fin de la démocratie tout court? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec nos deux invités ce soir jusqu'à 19h. Et avec nous donc Olivier Alexandre, sociologue chargé de recherche au CNRS, au Centre Internet et Société, auteur au seuil de La Tech quand la Silicon Valley refait le monde, et Maya Candel, historienne, chercheuse associée à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Vous avez écrit Les États-Unis et le monde chez Perrin. Bonjour. 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 Je voudrais alerter le pays de quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Il y a une dangereuse concentration de pouvoir entre les mains d'une poignée d'ultra-riches. Joe Biden, dernier discours à la Maison-Blanche, jeudi 16 janvier. Cela aura de graves conséquences s'ils exercent ce pouvoir sans contrôle. Aujourd'hui, une oligarchie prend les rênes de l'Amérique pour exercer une puissante influence qui peut fragiliser nos droits élémentaires et nos libertés. Voilà, Olivier Alexandre et Maya Candel, il faut qu'on défriche avec vous tous ces termes qu'on entend beaucoup en ce moment pour tenter de qualifier ce qui arrive, ce que demain aux États-Unis va se mettre en place avec l'investiture de Donald Trump. Je vais vous poser une première question tout à fait simple. Maya Candel, comment qualifieriez-vous le Trumpisme, le Musko-Trumpiste, pourrions-nous dire, qui s'installe demain aux États-Unis au pouvoir? Le Trumpisme, effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus le même qu'en 2016. C'est vraiment un mouvement politique qui a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, effectivement, on a une nouvelle coalition, en quelque sorte, du Trumpisme, où moi, je vois deux grandes familles, disons. Il y a toujours Trump, qui est quand même celui qui détient le pouvoir, qui a ses intuitions et qui tranchera, quoi qu'il arrive, en fonction de, parfois on se demande d'ailleurs, en fonction de quoi il tranche. Mais il y a deux grandes familles, deux grands ismes. En quelque sorte, il y a le national-conservatisme qui est en quelque sorte personnifié aujourd'hui par J.D. Vance à la vice-présidence, qui est un mouvement qui s'est mis en place dès la première administration Trump, qui rassemble un certain nombre de courants idéologiques. Et puis le deuxième pilier, alors on voit beaucoup Musk, mais disons que moi c'est le phénomène politique
que j'étudie depuis quelque temps et qui m'a intéressée, qui est vraiment ce basculement, pour le dire très simplement, de la Silicon Valley vers le Parti républicain d'abord, et puis parce que Trump s'est imposé dans les primaires républicaines, ses principaux investisseurs, les hommes les plus riches du monde, d'ailleurs, pour le dire vite, très simplement, qui ont basculé et soutenu la candidature de Trump et qui donc, en particulier avec Elon Musk, qui a quand même mis 250 millions de dollars dans les quelques derniers mois de la campagne, et qui s'est donc acheté, en quelque sorte, une place au cœur du pouvoir. Donc il aura de l'influence, ça c'est clair. Après, la question de son pouvoir réel, c'est une autre question. Et la question de son pédigré politique, parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette émission, essayer de voir le pédigré idéologique de ce qui se passe. Là, peut-être qu'on pourra parler de technopopulisme. Olivier Alexandre, en quelques mots, comment vous qualifieriez, vous, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis ? Je ne sais pas si c'est un isme déjà. Je pense que c'est une vision très européenne de rajouter un isme derrière Donald Trump, parce qu'effectivement, c'est le président des États-Unis. C'est un effet des institutions américaines, d'être un système bipartite avec un seul vainqueur, qui est une élection qui s'est jouée à 2%. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, et en dépit de tout ce qu'on a pu dire sur l'activisme très bruyant d'Elon Musk ou encore les tentatives de déstabilisation parfois réelles d'autres pays dans l'élection américaine, mais ça s'est quand même joué à 2%. Il y a des idées qui sous-tendent cette... Il n'y a pas d'idées, il y a juste une personnalité. Non, mais la manière dont on pense les idéologies en Europe, comme des ensembles, des systèmes conceptuels extrêmement bien construits, adossés à l'activité des intellectuels, qui viennent armer des partis politiques pour conquérir l'État associé au pouvoir, ça, c'est pas tout à fait le mode de représentation des gens dont on parle. Et d'ailleurs, Maya vient de le dire, c'est la tête et les pieds d'une certaine façon. La tête avec la tech et les pieds avec le populisme, ça ne tient pas intellectuellement comme type d'alliance, ça ne tient même pas en termes de système de pouvoir. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui sont globalement athées, qui croient dans la force du travail, qui sont progressistes dans le domaine des nouvelles technologies, qui ont porté des industries qui n'ont fait que précariser la population, qui se trouvent à l'autre bout du spectre que réunit Donald Trump, qui sont des gens qui considèrent que l'immigration est un danger, qu'il faut à tout prix revenir aux valeurs traditionnelles du pays, y compris la religion, et qu'il faut essayer de contrebalancer les effets de l'évolution industrielle de ces 30 ou 40 dernières années en privilégiant les Américains. Vous voyez bien que c'est quand même un système de valeurs qui est extrêmement différent. Donc là, ça marche, c'est puissant, mais on verra combien de temps ça tiendra, et en tout cas, ça ne tiendra pas sur l'unité conceptuelle de l'ensemble. Mais alors, si on prend quand même des grandes idées qui se baladent comme ça dans le débat s'agissant des États-Unis, prenons le libertarianisme. On dit que ce qui se passe en ce moment, c'est une certaine évolution du libertarianisme. Est-ce qu'on peut faire déjà, Olivier Alexandre, un petit historique du libertarianisme ? On en a un petit peu parlé dans notre série sur l'anarchisme, notamment avec Murray Bookchin, mais là, on en est loin. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient ce mouvement et est-ce qu'il est pertinent d'en parler aujourd'hui ? Oui, il vient de France, à la base, puisque le mot qu'il a forgé, c'est libertaire, dans une discussion avec Proudhon, pour essayer de définir quelque chose qui tiendrait des libertés individuelles radicales. Et pendant, d'ailleurs, un demi-siècle, ça a beaucoup été gravité autour des anarchistes européens avant de glisser vers les États-Unis jusqu'à en devenir un mouvement politique caractéristique, très mal compris en Europe, très mal compris en France. Alors justement, pourquoi il est mal compris en Europe ? C'est quoi la spécificité du libertarianisme américain? Le mot libertaire, on l'a vu dans notre précédente émission sur l'anarchisme, est né effectivement du fait que l'anarchisme était interdit, était condamné, et donc on a inventé un autre mot. Mais aux États-Unis, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'il lie, je pense, quelque chose qu'on lit très différemment en France en tout cas, liberté individuelle et puis marché. Pour nous, en France, la question du marché, elle est toujours vue d'une manière très soupçonneuse, alors qu'aux États-Unis, elle est vue comme libératrice, d'une certaine façon. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise cette expression un peu bizarre d'anarchistes de droite pour qualifier les libertariens, qui sont beaucoup nourris de courants de pensée européens, notamment le Cercle de Vienne, autrichien, cette école d'économistes qui, dans un contexte très, très, très noir de l'histoire, a essayé de repenser des principes économiques, de repenser la place de l'individu. Elle s'est traduite aussi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par une coalition d'intellectuels qui était associée à la Société du Mont Pèlerin, près d'une dizaine de prix Nobel. C'est quoi le Mont Pèlerin ? Le Mont Pèlerin, c'est une ville, et puis c'est un rassemblement à partir de 1947, tous les ans, une bande d'intellectuels, souvent venus d'Europe, qui ont fui le nazisme, qui ont fui des régimes autoritaires, qui se retrouvent pour essayer de redéfinir les principes d'une économie dans laquelle le marché et l'individu et l'entreprise individuelle seraient au cœur, et aussi pour essayer de penser des conditions ce qu'ils appellent une société ouverte.
Donc dans un contexte très particulier quand même, historiquement, qui va revenir à reprendre cette vieille question qui est au principe même de la Constitution, de la Déclaration de l'indépendance des États-Unis, qui est le premier amendement, et cette idée que les États-Unis portent sur la liberté de croyance, d'expression et d'entreprise, qui est vraiment une constante dans l'histoire du libertarianisme, qui a été investie de plein des manières. Et d'ailleurs, on peut considérer qu'il y a un libertarianisme romantique, qui est vraiment attaché à l'économie de marché, puis il y a un libertarianisme peut-être de droite, un anarcho-libertarianisme, qui passe par des formes extrêmement spectaculaires de concentration du capital et des grandes entreprises. Alors, avant d'aller à droite toute, puisque c'est là que va nous conduire cette émission, on va écouter un intellectuel américain bien connu des anarchistes français et des écologistes qui s'appelle Murray Bookchin et qui lui-même se présentait comme libertarien et qui définit le libertarianisme de droite, un petit peu comme vous l'avez fait. Écoutez. Nous avons eu une très riche histoire des formes de liberté. Une histoire riche que j'appellerais libertaire. Les gens de droite, qui se nomment libertariens, sont en réalité des propriétariens. Leur principal intérêt est leur propriété personnelle sur la base de la liberté. Liberté signifie alors pour eux le droit de transformer la terre en bien immobilier, ou de posséder une forêt de séquoias et de la couper selon leur bon plaisir. Il n'y a rien de dérangeant avec la liberté, mais si on y joint la propriété, cela signifie littéralement posséder la communauté. Et ce n'est pas ce que j'entends par le mot libertaire. Olivier Alexandre, qu'est-ce que vous inspire cette invention de Murray Bookchin, le propriétarianisme? C'est vraiment au cœur d'une certaine tradition de la liberté aux États-Unis, qui a été théorisée ou remise sur le devant de la scène par Elon Musk, mais qui remonte jusqu'à Thomas Jefferson, qui, quand il pense la déclaration d'indépendance des États-Unis et quand il exerce son mandat de 3e président des Américains, place au cœur des affaires et du débat public la question de la liberté d'entreprendre, mais aussi la liberté de posséder. Lui-même, Thomas Jefferson étant un exploitant terrien en Virginie, qui possède à la fois des terres et des esclaves, et puis un mouvement qui repose aussi sur le droit des contrats, tel que théorisé par John Locke, qui est un principe fondamental du libéralisme plus généralement, sur lequel sont revenus, pour le sacraliser d'une certaine façon, les différentes générations d'intellectuels, d'entrepreneurs, de financeurs qui ont essayé de pousser la cause libertarienne aux États-Unis. Pas de libertarianisme, d'une certaine façon, sans droit des contrats, ce qui révèle bien les ambiguïtés et les limites, d'une certaine façon, de ce mouvement intellectuel à penser l'évolution du monde au-delà de la propriété individuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas propriétaires? Qu'est-ce qu'on fait d'un monde dans lequel la propriété vient à menacer les ressources les plus naturelles, comme l'eau ou l'énergie? Nous sommes toujours avec Olivier Alexandre et Maya Kandel et on essaye de comprendre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis à la veille du discours d'investiture de Donald Trump. France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand. Alors, le libertarianisme de droite a une théoricienne, Ayn Rand, et je vous propose de l'écouter. Dire que je n'aime pas l'altruisme, le mot est trop faible. Je pense que l'altruisme est le mal. Car nous allons vers toujours plus de collectivisme et de socialisme. Et si nous prenons cette direction, c'est uniquement à cause de notre morale altruiste. Le capitalisme ne dit pas aux hommes de souffrir, mais de rechercher le plaisir et le succès ici-bas. Le capitalisme ne dit pas aux hommes de servir et de se sacrifier, mais de produire et de profiter. Le capitalisme ne prêche pas la passivité, l'humilité et la résignation, mais l'indépendance, la confiance en soi et l'autonomie. L'altruisme, voilà le diable. Maya Kandel, qui est Ayn Rand? Ayn Rand, c'est vraiment un personnage intéressant. C'est une juive russe qui a émigré aux États-Unis dans les années 30, je crois, et qui a écrit 2 livres, surtout un livre, La Grève, qui a vendu des millions d'exemplaires, qui reste la référence d'ailleurs de toute la Silicon Valley.
soi-disant de Trump aussi, même si je doute qu'il ait lu ce pavé relativement indigeste d'ailleurs de 1000 pages et quelques. Donc effectivement, elle dit que donc l'altruisme c'est le mal. En fait, elle rend moral l'égoïsme, l'individualisme. Et il y a deux aspects par rapport à notre discussion aujourd'hui que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'elle s'élève en particulier contre tout rôle de l'État, en fait, en particulier toutes les réglementations de l'État. Elle pense que ça va gâcher la grande promesse américaine de prospérité, de créativité, de génie, etc. Et donc, il y a vraiment ce combat contre le New Deal de Roosevelt chez elle. En même temps, dans les années 60-70, certains de ses propos très anti-système attirent aussi la gauche. C'est l'époque aux États-Unis, il y a aussi bien une nouvelle droite et une nouvelle gauche. Et surtout, en fait, elle est vraiment vénérée dans la Silicon Valley. Ouais, elle est un peu punk, un peu provocatrice. Elle est hyper provocatrice. Elle a des côtés très avant-garde dans ses... Alors bon, il y a un autre point qui la relie à Trump aujourd'hui, à la Silicon Valley, à Mark Zuckerberg en particulier dans sa dernière vidéo, puis son évolution récente. Ses héros sont toujours des hommes forts, géniaux, pleins de testostérone, qui sont empêchés dans leur génie et leur créativité par des petits bureaucrates et des gens médiocres, en quelque sorte. Ce qu'on appelle maintenant, il y a des tas de mots qui émergent, le techno-masculinisme. Bon, Zuckerberg essaye de... Il a fait de la muscu. Il s'est mis au MMA. Enfin voilà, bon, en même temps, c'est le seul qui, malgré tout ça, paraît quand même lâche, puisque finalement, à chaque fois, il change de bord avec le vent politique, disons. Mais donc voilà, cette figure de Ayn Rand est vraiment intéressante. Et puis, Ayn Rand s'élève vraiment contre toutes les réglementations qui sont établies pendant le New Deal de Roosevelt et qui vont être méthodiquement démantelés. Donc dans les années 80, Reagan, on sait... dérégule. Voilà, dérégule. Mais Clinton, dans les années 90 aussi, puisque c'est vraiment ce moment où même la gauche se rallie, l'Union européenne, enfin tout le monde se rallie à cette idée que le marché, c'est quand même la meilleure solution. Clinton va rendre de grands services à la Silicon Valley par deux lois très importantes, qui sont donc une loi sur les télécommunications qui, en gros, pour aller vite, établit que les plateformes ne sont pas responsables de leur contenu. Évidemment, à l'époque... Ce sont des hébergeurs et non pas le statut d'éditeur comme chez nous, responsables de leur contenu. Voilà, alors qu'aux États-Unis, il y a des lois, les libel laws, qui sont très fortes sur la presse. Et d'ailleurs, par exemple, Trump vient de condamner une chaîne de télé à payer 15 millions de dollars en vertu de ces lois, parce qu'ils ont parlé de viol dans une de ces affaires, alors que c'est pas tout à fait cette caractérisation-là, bref. Mais c'est intéressant parce que justement, cette loi de Clinton dans les années 90, cette section 230 de la loi des télécommunications, exclut les plateformes, qui à l'époque sont des petites start-up. On pense que de toute façon, Internet, c'est ouvert, la compétition, c'est ce qu'il y a de mieux, il peut pas y avoir de géant qui va écraser tout. Bon. Et c'est ce qui aujourd'hui nous empêche de réguler, empêche de réguler ces plateformes qui sont devenues gigantesques. Alors, ce que Musk et Zuckerberg ont décidé de renier, c'est la tentative de modération de plateforme qui a été mise en œuvre depuis quelques années, notamment donc le modèle plus Union européenne, qui était de recourir à des tiers. Ça n'a pas forcément été une réussite totale, c'était encore un processus en tâtonnement, mais c'est là où on rejoint l'idée de technopopulisme en quelque sorte, parce que Zuckerberg dit on va faire comme ce que Musk a fait avec Twitter devenu X, donc on va faire les community notes. Et c'est là, je trouve, on rejoint le concept de populisme, c'est de dire on ne va pas recourir à des tiers sachants, experts ou quoi que ce soit, qui était l'idée du fact-checking, c'est le peuple qui va décider. Mais le peuple, comme dans le populisme, le peuple de Musk, Musk avec sa maîtrise des algorithmes, avec maintenant tout ce qu'on peut faire avec des robots, des bots, et l'IA, effectivement. Avec l'IA, on peut non seulement choisir le peuple qu'on veut, comme font les leaders populistes classiques, mais là, on peut même modeler le peuple, créer le peuple... Décider de l'agenda du débat, effectivement. Voilà, et puis même créer un peuple qu'on choisit, finalement, l'influencer, Donc c'est là où on a cette idée, je trouve, de technopopulisme qui surgit dans le débat et qui va être importante dans la période qui suit. Enfin, il y a des moyens aussi, on pourrait s'en prémunir. Il y a d'autres pays, d'ailleurs, qui ont déjà prévenu, l'Australie, qu'ils avaient des lois sur les ingérences, parce que là, on tombe dans un autre domaine qui est celui, effectivement, des ingérences étrangères dans la politique intérieure de certains États. Olivier Alexandre, comment l'alt-right, l'extrême droite américaine, la nouvelle extrême droite américaine, rencontre la technologie? À quel moment et comment ça se passe? La tech. Déjà,
La Silicon Valley, elle est pas homogène, c'est pas un bloc. Enfin, je dis peut-être ça parce que j'y ai passé beaucoup de temps, mais et son histoire est pas linéaire non plus. Elle était plutôt démocrate. Si on regarde à partir de Bill Clinton, oui. Si on regarde à partir du milieu du 19e siècle, non. La Silicon Valley en particulier et l'industrie des nouvelles technologies en général ont toujours oscillé au cours de leur histoire entre guerre et paix. Ce qui a aussi influencé, par opportunisme et parfois par conviction, par patriotisme, leur position politique et leur alignement politique. Ceci étant dit, si on refait une histoire qui est assez courante de dire que la Silicon Valley, pour reprendre l'histoire qu'elle se donne elle-même, c'est le projet de donner à l'ensemble du monde des moyens de communication pour s'informer, entreprendre et mettre à bas d'une certaine façon tous les pouvoirs, parce que c'était ce type de discours qui a été porté au moment de la micro-informatique dans les années 70, au moment de la révolution Internet dans les années 1990, et même encore d'une certaine façon aujourd'hui avec cette notion de liberté d'expression. Ce qu'on peut dire effectivement, c'est qu'on a un alignement ou un ralignement de différentes façons et de différentes manières avec des figures de la droite. On peut par exemple s'étonner que dans Wired, qui est le magazine phare de la Silicon Valley dans les années 1990, on voit apparaître une figure comme Newt Gingrich, de la nouvelle droite réactionnaire américaine, et qui se réunissent en fait sur une réflexion autour des conditions de la mise à bas du système et du moyen de faire émerger des forces anti-système. Ces deux groupes, les libertariens convaincus de la Silicon Valley, disons-le comme ça, et la nouvelle droite réactionnaire, ils se sont emparés en fait de nouvelles formes médiatiques. Que ce soit la télévision d'un côté, avec Gingrich, et qui a pu essaimer jusqu'à Fox News, et de l'autre côté avec la Silicon Valley, qui n'a eu de cesse de développer des industries de nouvelles technologies pour mettre à bas les grandes institutions du savoir, de l'information, que sont notamment les journalistes. En réalité, on a l'impression que des courants anti-système, et c'est là qu'on revient peut-être au libertarianisme, commencent à faire système. Comment c'est possible et qu'est-ce que ça peut donner? Mais c'était le projet d'Ayn Rand, en fait, depuis le début, d'une certaine façon. Après, il ne faut pas oublier de quel contexte elle venait, Ayn Rand. Quand vous avez fui l'URSS et que vous arrivez aux États-Unis, vous avez quelques raisons de défendre la liberté et d'avoir une haine de ce qu'ils appellent l'étatisme. Oui, mais de là à dire que l'altruisme, c'est le début du communisme... Mais en fait, c'est une dramatisation. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup souffert du trop de collectif, vous avez tendance à sacraliser l'absence totale de collectif, jusqu'à développer ou à remodeler votre vision du monde. Moi, j'aime bien de temps en temps parler avec des libertariens pur jus dans la Silicon Valley. C'est toujours des discussions intéressantes parce qu'ils poussent les arguments philosophiquement. Après, la structure ne tient pas. Quand ils vous disent « oui, mais en fait... la société n'existe pas, il n'y a que des individus », vous leur dites « d'accord, mais alors t'es né où ? T'es bien né de quelqu'un, dans une maternité, et puis il y avait des soins, et puis quand t'étais malade, t'allais chez le médecin, me semble-t-il, et puis il me semble que t'es allé à l'école aussi, et puis voire même dans des universités, parfois publiques. Jusque dans tes gènes, tu es le produit d'une histoire. Donc le monde n'est pas né avec toi. Il te précède. Mais ça, c'est une vision qui va de soi en Europe. Mais pour des Américains, ils sont parfois tentés de penser qu'effectivement, le monde ne leur précède pas, c'est eux qui vont engendrer le monde. Ce qui est une vieille lubie philosophique des modernes et que porte parfaitement et incarne parfaitement. Une mentalité de pionnier ? Ouais, vous savez, c'est Baudrillard qui disait ça dans les années 80, il disait l'Amérique c'est le désert. Et quand c'est le désert, on peut marquer soi-même sa propre trace et penser que c'est la première. Donc ça peut être le désert autour de Las Vegas, ça peut être la Californie, mais ça peut être aussi Mars. Et du coup, ça explique effectivement qu'on puisse vivre sur ce malentendu aujourd'hui, d'avoir des gens qui à la fois veulent pousser le progrès au maximum en considérant qu'il faut tout révolutionner, et d'autres personnes qui se sentent à l'autre bout du spectre victimes des institutions, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas protégés, ils se sentent humiliés, insultés par des journalistes, par des juges, par des écologistes qui veulent remettre en cause leur système de valeurs, par des féministes qui veulent leur dire qu'ils n'ont plus le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire. Et du coup, on a cette alliance extrêmement bizarre et à bien des égards extrêmement dangereuse. Nous sommes toujours avec le sociologue Olivier Alexandre et l'historienne Maya Candel, et on cherche jusqu'à 19h à comprendre idéologiquement ce qu'il est en train de se passer sur France Inter. Il paraît que c'est un groupe de Los Angeles. C'est Thierry Dupin, notre programmateur musical, qui me l'a dit, bien sûr. En quête de politique, Thomas Legrand. Et on retrouve Olivier Alexandre et Maya Candel pour continuer à réfléchir et à essayer de comprendre ce qui se passe aux États-Unis intellectuellement et politiquement. Maya Candel, il faut que vous nous parliez de Curtis Yarving, un personnage monarchiste, techno-monarchiste. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Oui, alors c'est un personnage. Il se trouve que j'ai eu un certain nombre d'échanges mails avec lui, donc j'ai vraiment essayé de comprendre sa philosophie. Il se prétend donc techno-monarchiste. D'ailleurs, il y a quelques années, dans un podcast, il expliquait ça en disant que le techno-monarque idéal, ce serait Elon Musk pour les États-Unis. Donc voilà. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Justement, Elon Musk, je me demande si c'était juste avant que Musk rachète Twitter, fin 2021. Et tout à l'heure, dans l'extrait qu'on a entendu, Musk se présente comme Dark MAGA. Oui, voilà. Dark MAGA. On va parler de ça. Les lumières noires. On va en parler des lumières noires. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est clairement une référence. C'est le moment alors. À ça, puisque Curtis Yarvin, donc au départ, c'est un blogueur, c'est un ingénieur, très brillant, qui a monté une ou deux startups, qui connaît bien Peter Thiel, puisque Thiel a financé plusieurs de ses compagnies, de ses entreprises. D'ailleurs, il dit du mal de tout le monde, Yarvin, mais pas de Thiel, ça jamais. J'ai essayé, mais il n'y a pas moyen. Et donc, c'est quelqu'un qui va développer à partir de 2007, qui va créer un blog et qui fait une espèce de pop philosophie qui va inspirer d'ailleurs un courant qui s'appelle justement NRX, les lumières sombres, mais ça sera repris par quelqu'un qui est plus universitaire que lui. Mais pour revenir à Yarvin, donc c'est quelqu'un qui écrit énormément, le moindre mail fait 10 pages, il lit énormément, il mélange tout. Alors, c'est vrai que... Mais il a une audience. Il a une audience parce qu'il arrive, par exemple, une de ses grandes références, c'est le film Matrix, qui est effectivement un film important pour tout cet imaginaire Dark MAGA. Et donc, il popularise dans un de ses posts sur son blog cette idée de la pilule rouge, comme le fait de prendre la pilule rouge dans Matrix, c'est avoir accès à la vraie réalité, sortir de la machine. Et pour Yarvin et à sa suite, beaucoup de gens, ça devient un mème en fait sur Internet, c'est le fait d'avoir une vraie conscience et de faire partie de l'alt-right en quelque sorte. Et d'ailleurs, Musk, dont le basculement à droite date du Covid, en gros, c'est en mai 2020 qu'il fait son tweet où il dit, il parle de la pilule rouge. Il a pris la pilule rouge, ça y est, il a compris, il a tout compris. Bon, il y a aussi une histoire personnelle pour Musk, mais c'est à partir de là qu'il va se mettre à financer des causes républicaines et tout à la fin, en dernier recours, Trump, parce qu'avant, il ne finance pas ça. Mais Musk lit Yarvin ou connaît Yarvin. Très honnêtement, je ne sais pas si Musk lit autre chose il le connaît et il s'en inspire. Mais oui, il a baigné dans cet univers-là. Yarvin, c'est quelqu'un qui est plus proche qui connaît très bien Peter Thiel, qui connaît J.D. Vance, qui vient à toutes les conférences des nationaux conservateurs, il est tout le temps là, donc il connaît tout cet univers-là. Mais encore une fois, Musk est quand même une addition relativement récente à cet univers. Voilà, il faut quand même relativiser. Vous nous dites qu'il connaît J.D. Vance. J.D. Vance, c'est donc le vice-président, il va avoir un rôle très important. Il est beaucoup plus intellectuel que Donald Trump. Il peut potentiellement, si Donald Trump, qui n'est plus tout jeune, décède dans les années qui viennent, devenir le prochain président des États-Unis. Et là, J.D. Vance et le national-conservatisme, c'est quelque chose de révolutionnaire quand même. Oui, alors ça, c'est vraiment un courant, là, pour le coup, idéologique, construit à base de réunions entre intellectuels depuis 2019. J.D. Vance, c'est un personnage intéressant. Alors, le rôle qu'il va avoir, c'est compliqué parce que le vice-président a le rôle que le président veut bien lui laisser. Constitutionnellement, sa seule fonction, c'est de présider le Sénat en cas d'égalité. Et il aura une audience, en tout cas. Et de rester en vie au cas où. Il aura un écho et il est potentiellement président. Oui, potentiellement président. Mais encore une fois, si on regarde Pence, pendant le premier mandat Trump, ça dépend vraiment du président. Et d'ailleurs, depuis l'élection de Trump, on n'entend pas du tout J.D. Vance. Voilà. Mais en effet, il est intéressant, le fait que Trump l'ait nommé. Bon, déjà, ça disait qu'il n'avait plus besoin de caution de l'establishment. C'est pour ça qu'il avait pris Pence en 2016. Évidemment, en 2024, c'était plus la question. Mais il nommait aussi un héritier potentiel pour, en tout cas, ce que représente le Trumpisme en termes de changement. Je suis d'accord avec ce que disait Olivier tout à l'heure. C'est vrai qu'il ne faut pas surestimer ce que signifie le vote 2024 et l'adhésion à Trump des États-Unis. La marge d'écart entre les deux candidats est une des plus faibles depuis un siècle. Donc, c'est pas un raz-de-marée. Le fait qu'on entende beaucoup ça, c'est plutôt, encore une fois, la preuve que l'écosystème médiatique de droite MAGA fonctionne très bien, y compris au-delà des frontières des États-Unis. Il sait gonfler les événements qui l'arrangent. Voilà. Après, sur le national-conservatisme, c'est intéressant parce que c'est un mouvement qui naît en 2019 et qui est vraiment mis au point à l'époque pour essayer justement de conceptualiser les quelques intuitions de Trump et puis surtout le bravado, le show du personnage qui a commencé à modifier à ce moment-là, et ça a fait que se consolider depuis, qui a modifié le socle électoral du Parti républicain. Et donc, c'est un certain nombre d'intellectuels très à droite qui veulent théoriser un peu
pour conserver et élargir ce nouveau socle électoral. Et ce nouveau socle électoral, il est caractérisé... Alors en 2016, on dit c'est le vote des blancs pauvres, en quelque sorte, mais finalement, il y a eu vraiment une focalisation sur blanc. Or, finalement, et c'est pas pauvre en fait, le terme, c'est les classes populaires, classes moyennes et populaires, et qui sont définies aux États-Unis avant tout par le niveau de diplôme. Donc, c'est vraiment ça que ces intellectuels vont faire autour d'un homme qui s'appelle Yoram Hazony, qui est un intellectuel israélo-américain, avec un centre de réflexion, un think tank qui joue un rôle très important, qui est l'Institut Claremont, qui vraiment entre au cœur du pouvoir lors de la première administration Trump. Et parmi les premiers sponsors, donc, on retrouve aussi Peter Thiel, qui en 2016 est le seul vraiment grand nom de poids de la Silicon Valley, qui soutient Trump, qui va à la convention républicaine d'intronisation de Trump à l'été 2016. Nous sommes toujours avec Olivier Alexandre, sociologue chargé de recherche au CNRS, Centre Internet et Société, et Maya Candel, historienne, chercheuse associée à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Alors Olivier Alexandre, est-ce que quand on entend parler de Curtis Yarving, de toutes ces idées, le technomonarchisme, est-ce que la démocratie est menacée? Est-ce que la fin de la démocratie n'est plus un tabou? C'est la cible, c'est le propos du discours. Le Dark Enlightenment, c'est une référence au Moyen-Âge qui vise à requalifier ce qui s'est passé dans le Moyen-Âge en tant que système politique efficace qui permet le développement de l'enrichissement fondé sur des systèmes hiérarchiques d'organisation sociale et politique. Ce qui veut dire que pour les partisans du Dark Enlightenment, donc il faut jouer lumières noires en français. Ouais, il faut jouer la richesse et la liberté de certains individus contre la démocratie. Parce que la démocratie, du fait de sa dynamique égalitaire, comme le soulignait déjà Alexis de Tocqueville, apporterait tout un tas de freins au développement à la fois du pays, mais aussi du meilleur, mais aussi de l'innovation, mais aussi plus généralement de l'intelligence. Alors théoriquement, on s'éloigne du populisme, puisqu'on recrée finalement une élite surpuissante. Mais sauf qu'ils ont un ennemi commun. C'est la démocratie, et depuis 4 ans, ça a été les démocrates. En fait, cette alliance... Et regardez attentivement la manière, par exemple, dont Elon Musk et Donald Trump se saluent, vous verrez que c'est pas très chaleureux comme voilà, c'est une alliance par défaut parce qu'entre les deux en fait, il y a la haine commune des démocrates et il y a la haine commune de Kamala Harris qui s'est cristallisée autour de plusieurs choses, la politique industrielle via la réglementation, il y a la politique étrangère vis-à-vis de la Chine qui serait jugée une politique trop molle, ou encore toute la question extrêmement embarrassante parce que traitée de manière très confuse autour de ce qu'on appelle le wokisme qui serait porté par Kamala Harris et qui ne produirait, selon eux, que de la médiocratie. Et on a vu tout un tas de sorties de Peter Thiel, une grande figure de la Silicon Valley, extrêmement controversée, dire à quel point les démocrates étaient devenus nuls, étaient sortis d'universités absolument pourries, là où on aurait des grandes figures extrêmement intelligentes et brillantes, sorties des meilleures universités, que ce soit Stanford ou Penn State, à commencer par Elon Musk et Donald Trump. Maya Candel, est-ce que la démocratie aux États-Unis est menacée alors? Moi, je suis d'accord. Il y a quelque chose de profondément antidémocratique dans cette nouvelle coalition autour du Trumpisme. C'est un leitmotiv des Républicains, c'est de dire de toute façon, nous ne sommes pas une démocratie, nous sommes une république. Ce qui critique le plus dans la démocratie, encore une fois, on revient à la filiation avec Ayn Rand, c'est l'égalitarisme. Parce que ça gâche... Un homme, une voix, quel que soit cet homme. Oui, puis c'est cette idée que ça gâche les gens à QI élevé. Et donc, il y a aussi cette vénération du QI, où là, ils rejoignent Trump. Parce que Trump, il aime bien dire qu'il a un QI élevé. Il a fait beaucoup de tweets là-dessus. Il dit aux autres, ne soyez pas jaloux, les autres, c'est pas de votre faute. Il y a aussi tout cet aspect-là où on peut faire des filiations avec le fascisme aussi, avec ce culte du QI, du patrimoine génétique. Voilà, et vouloir recréer une aristocratie, finalement, basée sur le QI et l'argent. Voilà, exactement. Bon, après, moi, je trouve quand même que toutes ces idéologies ont l'intérêt de ne pas remettre en question l'extrême accumulation de richesses qui s'est faite ces 20 dernières années, notamment dans la Silicon Valley, et notamment, surprise, chez ces gens qui, justement, attaquent la démocratie. Et ça, c'est pas anodin. Et désolé de revenir à quelque chose de très terre-à-terre, mais c'est vrai que
le retournement d'un certain nombre de poids lourds en termes d'implication de financement politique, leur passage vers le Parti républicain, il date des choix de l'administration Biden, qui a nommé en particulier Lina Khan, qui est cette jeune femme qui a écrit un papier très jeune sur les pratiques monopolistiques d'Amazon, et 2-3 autres personnes. Donc, l'administration Biden a vraiment mis fin à l'attitude qui caractérisait aussi bien les démocrates sous Clinton que sous Obama, qui était quand même encore de laisser faire vis-à-vis de la Silicon Valley, parce que ça allait changer le monde et que tout ça était quand même super bien, utopique et tout. L'administration Biden change complètement de pied par rapport à ça et se met à vouloir réglementer, à lancer des poursuites extrêmement sérieuses vis-à-vis notamment des grandes entreprises, des big tech, comme on dit, des lois de finances qui auraient attaqué un certain nombre de niches qui sont notamment utiles à ces capital risqueurs de la Silicon Valley, ces gros investisseurs. C'est leur source de richesse. Voilà. Alors, ce que vous nous dites, Maya Kandel, c'est que finalement, là, on est en train de réfléchir aux ismes, aux racines idéologiques, et on se retrouve à parler d'un fatras c'est assez bordélique, intellectuellement, tout ça. Et en réalité, ce sont des hommes d'affaires qui ont bien compris leur intérêt, qui veulent continuer à régner, à chosifier le reste de l'Amérique et le reste du monde pour leur gain. Et ils ont rencontré un homme qui casse les codes, qui s'appelle Donald Trump, et qui sait bouleverser tout le monde politique qui apparaît au grand public américain comme désormais impuissant, incapable, et avec un mélange de machisme pour montrer que finalement lui il est puissant, un mélange de show pour casser tous les codes et pour casser toute la bienséance politique mondiale, servent leurs intérêts. Ils ont le droit d'avoir des idées et de réfléchir, et certains écrivent, on a du mal à cerner, etc. Quand même. Mais voilà, il faut quand même... En fait, je le rappelle aussi parce que simplement, Trump, qui paraît effectivement emblématique de ce choix du chaos, le disrupteur, celui qui va changer le système, mais en réalité, tous ces gens-là ont d'abord soutenu tous les candidats qui n'étaient pas Trump. David Sachs, déjà, c'est quelqu'un qui avait voté pour Hillary Clinton, pour Biden, etc., mais il commence par lancer avec Musk aussi la candidature de Ron DeSantis. C'était le Trumpisme pour les masses, il était anti-woke, etc., mais il semblait plus maîtrisable, donc c'était la promesse d'un Trumpisme compétent. Plus dans les codes habituels. Plus dans les codes habituels, voilà, exactement. Ils ont soutenu Robert Kennedy Jr., ils ont soutenu Vivek Ramaswamy à un moment. Donc, vraiment, et Musk encore au printemps 2024, quand vraiment ça semble clair que, même avant le printemps, ça semble clair que c'est Trump qui va écraser tous ses rivaux aux primaires, il dit, je vais soutenir Trump, mais je voudrais que ça reste discret. Le basculement de Musk qui date du 13 juillet, juste après la tentative d'assassinat contre Trump. Donc voilà, ils n'ont pas embrassé Trump. Oui. En fait, ils auraient préféré tout sauf Trump. Mais par contre, ce qu'ils ne voulaient pas, c'était de 4 ans supplémentaires de Biden et de son agenda antimonopolistique que Kamala Harris aurait repris. Ils ne voulaient pas de 4 ans de plus de ça à la Maison-Blanche. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis de l'argent sur la table aussi. Donc, Olivier Alexandre, si on comprend bien, finalement, on essaye de trouver, on réfléchit depuis 1 heure au fondement idéologique du Trumpisme. C'est un fatras assez incompréhensible. Est-ce que c'est pas simplement le Trumpisme, l'agrégat de riches potentats industriels qui comprennent bien leur intérêt et qui ont choisi un homme qui casse les codes et qui les fait gagner? Est-ce qu'il faut aller chercher plus loin, finalement? Je crois, c'est ça la politique, c'est des alliances, des coalitions qui n'ont de sens que par rapport à leurs oppositions. De ce point de vue-là, la lutte contre l'étatisme, elle se comprend par rapport aux réformes portées par l'État. La haine du bureaucrate, elle se comprend par rapport au travail du bureaucrate. C'est qu'il n'y a rien de positif, c'est que contre. C'est des pistons. Vous savez, régulièrement dans l'histoire des États-Unis, on a eu une reviviscence des thèmes libertariens à la suite d'un développement ou d'un élargissement de l'action de l'État. Ça a été vrai après la Première Guerre mondiale, ça a été vrai après au moment du New Deal, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été vrai juste après les années Ford, on a eu Reagan, ça a été vrai juste après au moment de la crise des subprimes avec Obama, avec la fondation du Tea Party en 2009, qui s'est traduit par l'arrivée en 2010-2011 de tout un tas de nouvelles figures politiques émergentes, nourries en partie du libertarianisme. Et c'est ce qui est en train de se passer, qui est la résultante du Covid. Parce qu'effectivement, pour tout un tas de raisons, l'État a été perçu comme abusif par un certain nombre de personnes. Ce qui n'enlève pas 2 choses, me semble-t-il, qu'à la fois ses soutiens à Donald Trump, ou disons à l'autre camp que ne sont pas les démocrates, ils restent minoritaires aujourd'hui au sein même de la Silicon Valley. Il y a plus de milliardaires qui ont soutenu, de manière générale dans le pays, mais aussi au sein de la Silicon Valley, qui ont soutenu Kamala Harris, que Donald Trump.
Aujourd'hui, si vous regardez la carte électorale de la Californie, et à commencer par les 3 comtés qui forment la Silicon Valley, c'est bleu, hein, c'est démocrate. Et vous avez en nombre plus de personnes, donc vraiment, qui sont derrière elle. Ça n'enlève pas un certain nombre de tendances lourdes historiquement, me semble-t-il, du moins c'est comme ça que je le regarde en tant que sociologue, qui tiennent aux transformations industrielles du pays, des États-Unis, et qui est à la fois une transformation, alors je ne vais pas être trop long, une transformation du capital, une transformation des organisations et une modification de la répartition de la richesse. Parce que je pense que c'est ça, en fait, qui est au cœur du débat, et qui n'est pas juste une histoire américaine, qui est aussi une histoire européenne et une histoire mondiale. Ce qui s'est passé, c'est des transformations des institutions financières, le gonflement des fonds de pension, l'histoire de retraite, qui ont conduit à donner beaucoup plus d'argent à ces nouvelles figures qu'on appelle les ventures capitalistes, dont certains sont très actifs dans le soutien de Donald Trump, qui sont arrivés à donner de l'argent à des entrepreneurs parce qu'ils avaient besoin de faire fructifier leur portefeuille, des entrepreneurs qui sont avérés bénéficier de l'évolution des technologies, parfois en les portant, qu'on imaginait parés de toutes les vertus dans les années 1990 et qui se sont avérés être tout aussi dominants que les personnes qu'ils critiquaient préalablement. Dans cette opération-là, c'est opéré alors une transformation de la valeur, de plus en plus financière, de plus en plus concentrée par des grandes entreprises technologiques qui redistribuent de moins en moins. Parce que si vous regardez, si vous analysez la structure du capital qui est portée par les grandes entreprises technologiques qu'on connaît toutes, en fait, c'est une opération de confiscation du capital qui revient d'une part à le développer, mais aussi à limiter sa redistribution et à le garder en famille d'une certaine façon avec les investisseurs, les entrepreneurs et les premières personnes qui rentrent dans l'entreprise. Et on fait tout ensuite pour limiter la redistribution auprès de 2 entités que sont le petit actionnariat et la puissance publique. Et ça, c'est une opération qui est faite à la fois, donc, comme je disais, aux États-Unis et partout dans le monde. Et il faut bien voir que c'est un enjeu extrêmement important parce que si vous regardez depuis les années 1980, en fait, vous avez ces 2 tendances qui sont très lourdes, que la valeur elle devient de plus en plus financière, le niveau de richesse y croît, mais les inégalités croissent d'autant, voire de manière supérieure. Donc en fait, la question politique à laquelle on est confronté, c'est celle-ci. Nous, ici, je suppose qu'on a tous utilisé des produits issus de la Silicon Valley et qu'on en a tous tiré profit, d'une certaine façon. Mais la question, c'est quel profit est développé et quelle est la justice qui s'accompagne et l'encadrement qui s'accompagne du capital et comment on tient une société aujourd'hui qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus internationalisée, avec des inégalités qui sont de plus en plus croissantes, sans qu'il y ait forcément de système de représentation qui correspondent à ce nouveau monde. Je veux dire, c'est très dur de parler de ça. C'est extrêmement dur de parler de ça. Il n'y a pas de grand roman, il n'y a pas de grand film sur cette affaire. Il n'y en a pas. Et parce qu'il faut faire le tour du monde, parce que c'est hyper compliqué, il faut parler aussi bien de fonds d'investissement, de capital risque, que des modérateurs qui sont en Philippines, au Kenya ou au Venezuela. Donc comment on arrive à tenir les 2 bouts? Et par ailleurs, il n'y a pas de puissance d'instance de régulation pour tenir non plus, pour porter ce type de Vous êtes en train de nous expliquer réglementation. que le monde devient trop complexe pour que la démocratie... trop complexe, pour que la démocratie, qui est faite normalement, idéalement, de citoyens éduqués et qui ont compris les enjeux puissent s'emparer des choses. Il est d'autant plus complexe qu'en fait, les instances politiques, leur glissement, leur évolution symbolique, c'est de sortir de la fonction de la dignitas, de la dignité politique, pour faire des clowneries. Boris Johnson en Angleterre, Donald Trump aux États-Unis, Zelensky à l'origine, qui est un comédien, véritablement. Milley, on pourrait dire. Bien sûr, la tronçonneuse. On est vraiment dans le geste pur, jusqu'à la photo officielle de Donald Trump que vous avez vue, la photo officielle du président américain qui reprend le portrait de sa condamnation en justice. On arrive au bout de cette émission. Je disais au début de cette émission que j'étais un peu effrayé, que j'avais une sorte de vertige en me plongeant dans les pensées de toutes les personnes dont on a parlé pour préparer cette émission. Je dois dire que à la fin de cette émission, le vertige est toujours là. Maya Kandel. C'est vrai que dans les années 90, il y avait une volonté de mettre en place des instances pour essayer de gouverner ce nouvel espace, etc., de voir quoi faire. Bon, les États-Unis étaient tellement dominants, ils n'ont pas voulu. Leurs entreprises ont un pouvoir énorme. Certains pays qui ne voulaient plus subir ce pouvoir, je pense à la Chine, la Russie, ont de plus en plus isolé leur espace, fait leur propre Internet. Mais on peut quand même réagir. On reste des États souverains. Je ne vois pas très bien pourquoi on serait obligé... La notion de liberté d'expression n'est pas la même aux États-Unis et en Europe. On a le droit de défendre notre vision à nous de la liberté d'expression ou de défendre le fait de
pas vouloir avoir d'ingérence étrangère dans nos élections. On le fait pour la Russie, on peut le faire même si c'est les États-Unis. Je pense qu'il y a quand même des manières de réfléchir à tout ça sans simplement regarder le spectacle, fut-il divertissant, de Washington. Bon, en attendant, on va quand même regarder demain le spectacle divertissant, avec des guillemets, du discours de Donald Trump lors de son investiture. Merci à vous deux. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert, programmation musicale Thierry Dupin, et à la technique ce soir, Guillaume Roux. Les archives sonores sont de Franck Olivard et j'en profite pour vous signaler que Franck Olivard donnera à voir et à entendre son adaptation du journal tenu par 4 instituteurs d'une même famille picarde entre 1768 et 1885. Ça s'appelle Maître d'école. C'est une performance à 5 voix à 19h, samedi 25 janvier à la bibliothèque Vaugirard. Réservation, c'est à Paris, réservation conseillée et c'est gratuit. La semaine prochaine, eh bien, je vous propose le 3e volet de notre série sur les fascismes avec le franquisme et son actualité en Espagne. Cette émission est d'ailleurs déjà disponible avec les 2 premiers épisodes sur le fascisme en podcast sur l'appli Radio France. Je vous retrouve dimanche donc après le journal de 18h. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.